Bien, bonsoir, je vous salue toutes et tous pour parler de la part créatrice de nous-mêmes. Alors cette part créatrice, je vous propose de la pratiquer, puis ensuite on va en parler. Nous sommes tellement chahutés par le monde dans lequel nous vivons que pour aborder la question de la pensée, je pense qu'il est important de prendre un peu de distance et de faire un petit exercice qui va vous faire beaucoup de bien en cette fin de journée et qui vous fera beaucoup de bien à chaque fois que vous le ferez et qui vous montrera qu'on peut parfaitement être dans sa part créatrice à l'intérieur de l'entreprise. Mesdames, Messieurs, je vais vous demander de fermer les yeux et de prendre 5 grandes respirations. Vous voyez, ça vous fait. Et alors, si vous décroisez les jambes, ça va être encore mieux. Voilà. Donc, on y va. On ferme les yeux et on prend 5 grandes respirations à partir du ventre. Merci beaucoup. Quand on me demande ce que c'est que la philosophie, je dis la philosophie, c'est ça. C'est-à-dire, c'est créer un état de conscience qui est un état de présence au monde dans lequel je fais activement vivre ce que je vis et qui fait que quand je bois, je mange, je dors, je parle, je travaille. Et là, le monde devient extrêmement créateur. Et nous apercevons que partout où nous sommes, rien ne nous empêche d'être libres, d'être nous-mêmes et d'être d'une manière créatrice. Il y a des obstacles aujourd'hui pour parler de la question d'être soi et de la liberté. Pourquoi ? Parce que tout le monde croit que être soi, c'est une affaire de moi et que être soi, c'est imposer son moi dans un environnement. En fait, nous sommes dans une culture qui n'arrête pas de se penser dans la guerre. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une culture d'enfants battus dont le premier réflexe est de se défendre. La vision qu'on a du monde est une vision conflictuelle. Il y a d'un côté la société, de l'autre moi, d'un côté l'entreprise, de l'autre moi, d'un côté les autres, de l'autre moi. Et qu'est-ce que c'est qu'être soi ? Être soi, c'est rentrer dans la bagarre, imposer son moi à la société, aux autres, à l'entreprise. Et quand on a pu le faire, pousser un grand ouf de soulagement en disant « c'est génial, j'étais beaucoup plus fort que les autres ». Et je les ai fait plier à ma volonté. Alors, je crois qu'être soi et prendre le risque soi en entreprise, c'est absolument pas ça. C'est quelque chose de tout à fait autre qui demande une petite révolution intellectuelle que je vais vous proposer. Je suis venu ici en taxi-moto. Je venais de la gare du Nord. Pour être sûr d'arriver à l'heure, j'avais pris un taxi-moto. Et j'expliquais au chauffeur que je faisais des conférences.
Il me dit, comment vous y prenez pour faire des conférences? Je dis, c'est très simple. Je dis uniquement ce qui me plaît. Et si ça me plaît, ça a des chances de leur plaire. Alors, il y a quelque chose qui me plaît énormément et qui nous concerne et qui va me permettre de faire un pont entre moi qui ne connais rien à l'entreprise, d'essayer de parler de l'entreprise, du problème qui est le vôtre et qui est comment être soi dans l'entreprise. Votre situation me fait énormément penser aux problèmes qu'ont rencontrés les stoïciens, à celui qu'a rencontré Spinoza et également à celui dont on parlait aussi bien un maître tibétain qui s'appelle Trungpa que Krishnamurti et qui peut se résumer ainsi. Jamais on est aussi peu libre que quand on s'imagine être libre. Et si on veut être libre, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est comprendre qu'on est esclave. Dans notre monde, on réagit exactement à l'inverse. Notre premier réflexe, c'est de dire « moi, esclave, jamais, moi, je suis libre ». Pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça? Parce qu'on est inconsciemment encore le petit enfant de sa maman qui lui a dit qu'il était la 7e merveille du monde. Et la 7e merveille du monde est forcément intrinsèquement libre, créatrice, supérieure à tout et absolument pas esclave. Bien, je pense que pour aller vers la liberté et vers le moi véritable, il faut absolument apercevoir d'abord que nous sommes dans un système mental qui nous met tous dans un état de servitude. Je m'explique. Quand on demande à des jeunes aujourd'hui, mais à nos contemporains, qu'est-ce que c'est que la liberté et qu'est-ce que c'est qu'être soi-même, je pense qu'à 98%, vous aurez la réponse suivante, c'est faire ce que je veux. Ça, c'est la réaction de ce qu'on peut appeler un esclave, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui est sur la défensive, quelqu'un qui a la liberté d'un fuyard, quelqu'un qui a la liberté d'un évadé. Et résultat, à cause de ça, personne n'est libre. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas libre? C'est que toute notre manière de penser, c'est le contraire de la liberté, étant donné qu'on vit la liberté dans la peur, dans la fuite et dans le conflit. Et du coup, on est dépendant de 3 choses. On est dépendant de l'éducation, on est dépendant de l'idéologie et on est dépendant de soi-même. Dépendant de l'éducation, c'est notre vision de l'éducation. Tout le monde pense que l'éducation nous a déformés. Tout le monde pense en même temps qu'il n'y a qu'une seule chose qui nous permettra d'aller vers l'homme meilleur de demain, c'est l'éducation. Donc nous sommes dans une schizophrénie à l'égard de l'éducation. À la fois, nous sommes pour et contre. Nous sommes dans l'idéologie. L'idéologie, c'est quoi? C'est l'idéologie du moi. C'est l'idéologie qui nous fait croire que nous sommes créateurs et que être libre, c'est pouvoir être absolument soi dans un moi absolu. Et puis, enfin, nous sommes pris dans une illusion collective. Quelque part, nous nous sommes fabriqués un personnage et nous sommes complètement prisonniers de ce personnage. Ce n'est pas l'éducation qui pose problème, c'est le manque d'éducation. L'éducation, c'est génial. Quand il y a une vraie éducation, ça bâtit des choses merveilleuses. Le problème n'est pas la société, c'est le manque de société. Le problème, ce n'est pas l'entreprise, c'est le manque d'entreprise.
Le problème, ce n'est pas l'éducation, c'est le manque d'éducation. C'est quoi? La société, c'est merveilleux. C'est nous maintenant. Que je sache, ce n'est pas désagréable. L'éducation, c'est quoi? C'est les règles qui nous permettent de vivre ensemble. C'est l'instruction concernant les savoirs fondamentaux. Et en plus, c'est l'enseignement qui va nous rendre aptes à pouvoir transmettre un savoir aux autres. Là, nous avons affaire à un véritable contenu. Et quant à nous-mêmes, qu'est-ce qui est véritablement moi? Ce qui est véritablement moi, ce n'est pas mon moi, c'est un moi réel et pas un moi tout court. Autrement dit, on pense toujours à l'envers. On se pense contre la société, on se pense quelque part contre l'éducation, on se pense quelque part pour soi et on se trompe de route. On se trompe de route parce qu'on se pense tout seul, parce qu'on se pense indépendamment de la vie, indépendamment des autres, indépendamment de l'homme. Notre psychologie aujourd'hui, collectivement, est marquée par un réflexe d'adolescent. Je veux pouvoir tout faire tout seul et je veux même m'auto-créer. Tout le système qui est en train de se mettre au niveau mental, c'est qu'on puisse tout faire tout seul chez soi sans passer par les autres. On vit dans un monde totalement dématérialisé, dépersonnalisé. Pourquoi ? Parce que l'idée que l'on a de la liberté, c'est je fais tout seul chez moi et je n'ai pas besoin des autres. Et donc, je suis parfaitement indépendant. Et par là même, on oublie ce qui nous enrichit. Ce qui nous enrichit, c'est exactement l'inverse. Ce qui nous enrichit, c'est ce qu'on peut appeler la joie. Et qu'est-ce que c'est que la joie ? C'est la capacité que l'on a d'aller dans les obstacles et de transformer les obstacles en ouverture. C'est d'aller dans la réalité et d'en faire notre liberté. C'est d'aller dans l'être et de comprendre que c'est là que se trouve notre moi. Je pense que la part créatrice de nous-mêmes réside dans les trois aspects de la liberté réelle, qui sont l'indépendance, l'autonomie et la délivrance. Qu'est-ce que c'est que l'indépendance ? L'indépendance, c'est l'indépendance d'esprit. Et l'indépendance d'esprit, c'est quoi ? C'est le non-conformisme. Et le non-conformisme, c'est quoi ? C'est d'arrêter de répéter tout ce qui se dit partout et qu'on entend tout le temps, et de dire des choses qui viennent vraiment de nous-mêmes, et de ne pas avoir peur d'être en décalage par rapport au monde dans lequel nous vivons. Être en décalage, ça veut dire peut-être changer totalement notre vision du monde. Et notre vision du monde, ça commence peut-être par le fait d'avoir un certain émerveillement du fait d'exister et d'avoir affaire à cette aventure incroyable qu'est l'aventure humaine et de se réjouir à la fois d'exister et d'être dans cette humanité. On veut savoir ce que c'est que la liberté. La liberté, elle commence là. Des gens qui se réjouissent de l'homme, de l'existence, j'en rencontre peu. Des gens qui se plaignent à propos de l'homme, de la vie et de l'existence, j'en rencontre malheureusement trop. Alain disait, le bonheur, c'est la bonne humeur. Des gens qui font la gueule, on en rencontre des tas. Mais des gens de bonne humeur, réjouis, qui tout d'un coup, à un moment, trouvent le réel passionnant et merveilleux, on en rencontre peu. Les stoïciens disaient la liberté, c'est dans la nécessité. Et Spinoza a dit la même chose. Et quand à un moment Trungpa ou Krishnamurti disent
comprenez que si vous voulez être libre, vous devez absolument prendre conscience que vous êtes esclave, eh bien, ces 4 témoignages convergent vers ce que je viens de dire. Je suis esclave de quoi? Je suis esclave de la tristesse. Je suis esclave du manque de perspective, du manque de joie dans mon existence. Je suis esclave du fait que je ne me réjouis pas de l'existence de l'homme et du monde, que je suis prisonnier par ce système qui pense que la vie est injuste. Je suis libre quand à un moment je me rends compte que je dépends de cette existence, et c'est très bien. Je dépends de ce monde, et c'est très bien. On nous a toujours expliqué que la liberté, c'était de pouvoir choisir, et que la non-liberté, c'est de pouvoir être déterminé. Eh bien, moi, je trouve que choisir est un enfer, et qu'être déterminé, c'est formidable. Choisir, c'est un enfer. Pourquoi? Parce que quand j'ai le choix entre 350 chaînes de télé et que le programme de télé ressemble à un bottin, la liberté de choisir est un enfer. Je passe toute ma soirée à choisir un programme de télé au lieu de le regarder. Pour avoir la possibilité de choix, j'ai du choix. Avoir 20 marques de yaourt possibles au supermarché, c'est un enfer. 10 marques de moutarde également. Je vais dans un salon de thé où on me propose 450 possibilités de thé. On m'apporte un bouquin et résultat, c'est tellement infernal qu'on a dû faire un deuxième bouquin qui est une réduction du premier pour pouvoir accéder au premier. Et donc on se retrouve avec 2 livres, ne serait-ce que pour prendre une tasse de thé. C'est magnifique, on est très content qu'il y ait beaucoup de thé, le choix est un enfer. À l'inverse, le fait d'être déterminé ici, maintenant, en France, en 2017, dans le corps qui est le mien, avec le sexe qui est le mien, avec l'âge qui est le mien, avec l'éducation qui est le mien, ça fait de moi un être réel. Je ne fais pas ce que je veux. Pourquoi? Parce que je suis un être réel et c'est ça qui m'intéresse et ça me rend infiniment plus vivant. Regardez le merveilleux exposé qu'on vient d'écouter. Qu'est-ce que demandent les gens dans cette prison? Simplement de pouvoir exister, être des êtres réels. Et ils ressentent une joie infinie de pouvoir l'être. Ils ne demandent pas d'être tout-puissants, ils ne sont pas dans un délire de grandeur, ce sont des choses extraordinairement simples. Et tout d'un coup, à un moment, ils se rendent compte que c'est une occasion merveilleuse. C'est une occasion merveilleuse d'être dans ce monde déterminé par mon corps, déterminé par ma culture, déterminé par mon éducation, déterminé par ce que je fais, par la classe à laquelle j'appartiens, par le monde dans lequel nous vivons. Et à chaque fois qu'on parle de détermination, on parle de réalité. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que la réalité déborde de réalité. Et plus il y a de réalité, quelque part, plus j'existe. Et c'est très curieux, je me sens exister et j'existe par des tas de moyens. Ça, je trouve ça merveilleux. Et donc, je crois que c'est assez extraordinaire de comprendre une chose, c'est que quand on est capable de faire cette opération mentale, qui est l'opération de la conversion et de la joie, c'est-à-dire, au lieu de maudire le réel dans lequel nous sommes, simplement le regarder, l'écouter, l'apprécier, tout d'un coup, le monde change. Et je me découvre ici une étonnante liberté et une étonnante part de création, à savoir que ce qui me contraignait, tout d'un coup, ne me contraint plus. Qui est-ce qui a merveilleusement pensé cela? C'est Charlie Chaplin, qui est probablement l'un des plus grands maîtres de liberté du monde dans lequel nous vivons. Pourquoi? C'est quand même très curieux qu'au début de la révolution, de la deuxième révolution industrielle aux États-Unis, alors que d'un côté, les conditions de travail changent complètement et que le capitalisme est en train de s'accroître, et donc qu'on vit dans un univers extrêmement technique, extrêmement industrialisé, extrêmement rationalisé, on est affaire à un moment au burlesque et on voit arriver les Marx Brothers, on voit arriver Buster Keaton et on va voir Charlot. Et qu'est-ce qui se passe? Ces êtres nous montrent le caractère ridicule de la société dans laquelle nous sommes et surtout, ils nous montrent la capacité de nous en tirer
est la véritable liberté créatrice. Tout le monde a vu un film de Charlot où Charlot est poursuivi par une grosse brute qui veut lui casser la figure. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il se met à tourner autour d'une table, l'autre tourne derrière Charlot en train de vouloir le rattraper pour lui casser la figure, et tout d'un coup, alors qu'on est dans une scène hyper violente, on se retrouve dans un jeu où Charlot est en train de jouer à cache-cache avec l'autre, qui fait qu'il est ridiculisé, totalement désarmé. Ça, c'est l'essence même de l'humour. Ça, c'est l'essence même de la liberté. L'essence même de la liberté, c'est pas de dire « j'ai un moi, j'ai pu imposer mon moi à la société, à l'éducation, au monde autour de moi. Si j'ai un moi, mais que ce moi n'a aucun humour, ce moi est assommant. À l'inverse, si j'ai de l'humour, bien, même si mon moi n'est pas totalement libre, je suis infiniment plus libre que quelqu'un qui est tout puissant dans son moi. Et là, nous comprenons quoi ? Nous comprenons le non-conformisme. Le non-conformisme, c'est de comprendre qu'il est beaucoup plus important d'avoir de l'humour que d'avoir un moi, et que j'ai un moi dans la mesure où j'ai de l'humour, et non pas parce que j'ai un moi. Et ça me paraît important, parce que quand on a compris ça, ben, on a compris ce qu'on appelle la sagesse. La caractéristique du monde, c'est que nous avons autour de nous pléthore de gens révoltés ou désespérés qui rêvent de transformer le monde, et qui ne transforment rien du tout, qui ne font en général qu'alourdir et aggraver les choses. J'avais une amie qui me disait, à chaque fois que mon mari veut travailler, ça nous coûte très cher, et surtout, on lui demande de ne pas travailler. À chaque fois que les gens veulent transformer le monde, c'est une catastrophe, et on met parfois des décennies à s'en remettre. À l'inverse, être là où on est, et commencer à se réconcilier avec le réel, avec les autres, avec la société, avec le monde dans lequel on vit. Et puis essayer d'avoir de l'humour, et essayer en même temps tout d'un coup de se mettre à vivre les choses, à les écouter. Mais ça, c'est extraordinairement non conformiste et c'est totalement créateur. Les gens pensent qu'être créateur, c'est être dans un moi qui pourrait créer le monde ex nihilo tout seul. La création, c'est exactement l'inverse. Ce n'est pas d'être un moi tout seul qui transforme la réalité, c'est d'être dans les réalités, en acceptant d'être déterminé par cette réalité, en se réjouissant d'être déterminé par la réalité et en découvrant tout d'un coup, de l'intérieur de cette réalité, des tas de possibilités d'agir avec la réalité, qui fait qu'à un moment, la réalité autour de moi n'est plus un obstacle. Vous êtes des acteurs dans l'entreprise. Dans l'entreprise, le peu que j'en sais, c'est qu'il y a deux choses qui sont importantes quand on dirige. Premièrement, c'est la vision, et deuxièmement, c'est la capacité de rebondir. Ben, la vision et la capacité de rebondir, c'est ça. Pour moi, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui motive les autres, et quand les autres sont déprimés, c'est le seul à ne pas être déprimé, en disant « vous croyez qu'on ne va pas s'en sortir ? On va s'en sortir. » Et justement, on va prendre l'obstacle comme une opportunité. Je pense que vous avez dû avoir pléthore de séminaires vous expliquant qu'il faut savoir transformer un obstacle en une ouverture et une opportunité. Mais, à un moment, dans votre fort intérieur, vous vous êtes dit, écoutez, mon petit gars, c'est très joli, mais c'est un petit peu idéaliste. Et puis, finalement, on l'a tellement répété qu'on ne sait plus ce que ça veut dire. Or, cette idée est extrêmement valable à partir du moment où on voit quel est le principe même de la sagesse et quelle est une conversion qui s'appelle exactement penser. J'arrête de joindre, j'arrête d'être dans la plainte, je me réconcilie avec le réel, et qu'est-ce qui se passe ? Comme je rebondis, c'est-à-dire je ne me laisse pas démonter par l'obstacle, je commence à voir des choses que je ne voyais pas. Et tout d'un coup, à partir de là, comme je vois des choses que je ne voyais pas, ça me fait rebondir. Et donc, on peut dire le rebondissement appelle la vision appelle le rebondissement, la vision appelle l'énergie. L'énergie, j'en ai pour moi-même, j'en ai aux autres, et on s'aperçoit qu'une fois qu'on a remis de l'énergie pour tout le monde, les choses qui nous paraissaient insurmontables, tout d'un coup, changent totalement d'aspect. Et là, on se dit, c'est quand même merveilleux parce qu'au fond, l'entreprise devient un laboratoire philosophique absolument merveilleux. On me dit que la philosophie n'a rien à voir avec l'entreprise, et on me dit que la liberté en entreprise n'est pas possible.
eh bien, la philosophie a totalement à voir avec l'entreprise parce que l'entreprise est l'un des meilleurs observatoires de la liberté qui soit, étant donné que continuellement, vous avez affaire à des contraintes, à des situations impossibles, qui sont des chances inouïes qui vous ont données pour l'augmentation de votre propre liberté, de vos propres sagesses. Donc ça, c'est intéressant. Quelque part, vous n'êtes pas dans l'entreprise par hasard, vous êtes dans l'entreprise parce que vous avez quelque chose à faire pour vous-même de précieux, et vous êtes rentré dans la bagarre et dans la guerre de l'existence pour essayer à un moment de découvrir une clé précieuse à l'intérieur, afin d'ouvrir vos trésors personnels. Donc l'expérience de la liberté de la part créatrice, c'est le non-conformisme. Et le non-conformisme, c'est pour moi la capacité de penser autrement. Et la capacité de penser autrement, c'est la vraie originalité, c'est au lieu de fuir le réel et de chercher à se défendre contre lui, l'épouser, rentrer à l'intérieur, l'habiter, et tout d'un coup changer totalement d'énergie et d'humeur à l'égard de la réalité. Alors là, ça nous amène à un deuxième point important, qui est l'expérience de l'autonomie. C'est très très bien de ne plus dépendre du monde extérieur grâce à l'humour et à la sagesse que l'on peut avoir, mais il y a quelque chose qui permet de dégager notre liberté, notre créativité intérieure, c'est l'expérience de ce qu'on appelle l'autonomie. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie ? L'autonomie, c'est se donner une règle intérieure et par cette règle intérieure, être capable de libérer la force qui est en soi et rentrer dans un dialogue avec sa propre force intérieure et sa propre énergie. Et ça, c'est l'expérience passionnante de la liberté. Il y a chez vous et chez moi, chez tout le monde, des faiblesses. Et les faiblesses se caractérisent par une chose, c'est des échecs et des échecs à répétition. Une des choses les plus merveilleuses qui soient dans la vie, c'est d'arriver à faire quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire. Arriver à surmonter un obstacle qu'on n'arrivait pas à surmonter. Arriver à se dégager d'une dépendance, d'une aliénation, d'un esclavage dont on se pensait privé. Dans notre monde, un des grands problèmes de notre monde, c'est les addictions. Mais tout d'un coup, être capable de ne plus être dépendant de l'alcool, de la drogue, de la cigarette, ou bien de ne plus être dépendant d'un certain nombre d'addictions mentales. On peut être dépendant de la colère, on peut être dépendant de la fuite, on peut être dépendant de tas de choses. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et là, ça transforme les obstacles intérieurs en quelque chose d'important. Par exemple, il y a quelque chose qui est tout à fait étonnant, c'est d'être capable tout d'un coup d'écouter alors qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Et que parfois ça nous barbe tellement d'écouter qu'on serait capable d'étrangler notre interlocuteur tellement on n'aime pas écouter. Puis tout d'un coup on se dit, mais tiens, j'ai pris le temps de l'écouter, et tout d'un coup, dans le temps de l'écouter, il se passe des choses géniales. Un jour, j'ai vécu une expérience ainsi. Il y a quelqu'un, un de mes amis, qui me parle. Pendant 3/4 d'heure, il a parlé tout seul. Et il a terminé l'entretien en me disant « J'adore parler avec toi ». C'était épatant. Et je vous assure que nous avons passé un moment. Et c'est vrai, c'est long, 3/4 d'heure. Mais ça lui a fait du bien. Et à moi également, j'étais capable de l'écouter. Et du coup, il était fort heureux d'avoir parlé avec moi. C'est mieux que parfois on parle à quelqu'un, on a l'impression qu'il ne s'est rien dit. Là, il a parlé tout seul, il a eu l'impression de parler avec moi. C'est génial. Alors, il y a ce truc tout à fait étonnant qui est l'expérience de l'autonomie et l'expérience de découvrir notre propre volonté. Et alors, quand on fait l'expérience de la volonté, on découvre quelque chose qui est tout à fait étonnant, c'est la responsabilité. Nous pensons toujours la responsabilité dans la catastrophe. La responsabilité, c'est le responsable à qui on demande d'endosser les problèmes. Vous comprenez pourquoi à un moment on vit la responsabilité dans la culpabilité et dans la catastrophe. Or, qu'est-ce que c'est que la responsabilité ? C'est exactement l'inverse. C'est être capable de répondre
à un appel intérieur qui nous confie une responsabilité parce que cette force intérieure a confiance en nous. Et là commence une aventure personnelle. Une aventure personnelle où tout d'un coup, on n'a pas simplement de la volonté, on commence à dialoguer avec l'existence et on vit quelque chose de tout à fait intéressant, on vit des expériences qui nous rendent de plus en plus forts, de plus en plus vivants, de plus en plus riches. Et c'est étonnant, quand on rentre dans un certain parcours intérieur, c'est là où on commence à intéresser les autres nous intéressent, et c'est là où on commence à vivre quelque chose qui est passionnant, c'est une expérience de libération collective, où nous devenons plus forts ensemble par les échanges que nous avons et le travail intérieur que nous avons sur notre propre force. Qu'est-ce qui fait une société? Le fameux vivre ensemble dont on nous rabat les oreilles. Ce n'est pas le vivre ensemble, c'est faire grandir quelque chose comme on fait grandir un arbre, comme on fait grandir une plante, c'est-à-dire c'est faire grandir notre force collective. C'est intéressant quand on a une force intérieure, tout d'un coup on est guidé et le sens apparaît. Alors qu'est-ce que c'est que le sens? C'est d'aller quelque part, de comprendre ce qu'on fait, de sentir ce que l'on comprend et de donner de la valeur à tout ce qu'on vit. C'est-à-dire je découvre à l'intérieur de moi quelque chose d'éminemment valable. Et là, je crée de la valeur collective à l'intérieur d'un processus étonnant. Je rentre dans ma vie intérieure, je fais l'expérience de ma propre force. Cette force me met en relation avec la force des autres. La force des autres m'intéresse parce qu'elle permet de fortifier la mienne. Et moi, je me mets à intéresser les autres parce que je leur apporte de la force et de l'énergie. Et on a une force collective qui grandit et qui crée ce qu'on appelle la force commune. Et la force commune, c'est exactement ce qu'on appelle l'État véritable, le peuple véritable, la société véritable. Et là, on vit quelque chose de passionnant. Tout d'un coup, on se libère les uns les autres parce qu'on travaille sur cette énergie collective. Si vous rentrez, et vous y êtes déjà rentré, dans cet élément de la vie intérieure et de l'acquisition de votre propre force, vous allez faire toutes sortes de rencontres, de plus en plus intéressantes, et vous allez apercevoir une chose, c'est que rien ne va arriver par hasard. Parce que vous allez être dans une logique créatrice qui est au-delà du hasard et au-delà de la nécessité. C'est la logique de la surabondance. La vie appelle la vie, le succès appelle le succès, l'intérêt appelle l'intérêt, la personnalité appelle la personnalité. Alors là, on a quelque chose de fort et d'intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des problèmes sociaux? C'est qu'il n'y a pas assez de vie intérieure, c'est qu'il n'y a pas assez de force intérieure. Et qu'est-ce qui nous sort des forces, des problèmes sociaux? C'est la force intérieure, l'énergie intérieure, qui fait que tout d'un coup, à un moment, un climat d'intérêt collectif les uns pour les autres naît. Quand est-ce que j'éprouve un sentiment pour quelqu'un? Quand il y a une énergie qui passe, et que cette énergie est bonne pour moi, et éveille une énergie en retour qui est aussi bonne pour lui. Et tout d'un coup, il y a du possible, de l'énergie, de la création collective. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On pense que la société, c'est une affaire de droit, et tout le monde réclame des droits, et pense qu'on va vivre parce qu'on va avoir des droits, on va avoir de la reconnaissance. La société n'est pas une affaire de droit, ce n'est pas une affaire de reconnaissance, c'est une affaire d'énergie, c'est une affaire de force. Vous pouvez avoir tous les droits du monde, toute la reconnaissance du monde, si vous n'avez pas d'énergie, vous n'existez pas. Les gens disent qu'il y a de la souffrance au travail. Pourquoi? On ne me reconnaît pas. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils attendent des autres de la reconnaissance pour se sentir forts. Ce n'est pas comme ça qu'on va le faire. Bien évidemment, il ne s'agit pas de s'humilier les uns les autres. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit, nous allons faire des laboratoires pour éviter que les gens fassent humilier, et puis on va punir tous ceux qui discriminent, tous ceux qui ne reconnaissent pas les autres, et on est dans une vision complètement punitive pour pouvoir organiser le vivre ensemble, en disant, c'est pas bien, tu dois reconnaître ton petit camarade, tu dois être gentil ton petit camarade. Personne ne s'occupe de la libération de notre énergie intérieure et de notre volonté. À l'inverse, qu'est-ce qui se fait une société géniale? C'est ce qui se passe
quand mus par notre énergie intérieure, il n'est pas question de punir les autres, on n'a pas du tout envie d'humilier son voisin, l'autre est une chance pour nous, on grandit sa force intérieure, grâce à l'autre, nous on le fait grandir et on vit des échanges qui sont de la véritable création de richesse. Et ça, cette création de richesse intérieure, elle est le moteur de la création économique. Nous disons, on pense à l'envers. On dit on va créer de la libération, on va créer de la prospérité économique et on pourra enfin s'intéresser, grâce à ça, à la libération de la force intérieure. Je remarque une chose, si c'était le cas, les États-Unis, qui sont le pays le plus riche du monde, il devrait y avoir la force intérieure la plus grande du monde. Or, il y a quand même des taux de délinquance qui sont un peu alarmants. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que la prospérité n'est pas la condition de la vie intérieure, c'est la vie intérieure qui est la condition de la prospérité. Et la caractéristique de la vie intérieure, c'est que même quand il n'y a pas de prospérité extérieure économique, la vie intérieure continue de prospérer et même parfois elle prospère encore plus. Donc, qu'est-ce qui est créatif ? Ce qui est créatif, c'est de penser d'une manière différente, c'est-à-dire de penser non seulement en termes de non-conformisme, mais en termes d'intériorité. Et là, ça va nous permettre d'accéder au stade suprême de la liberté et de la création. Le stade suprême de la création et de la liberté, c'est d'arrêter de faire ce que l'on veut. Alors vous allez me dire, mais c'est incroyable de dire des choses comme ça. Mesdames, Messieurs, il n'y a pas plus libre au monde que ceux qui ne font plus du tout leur volonté et qui sont complètement dépassés par les événements et les autres. Pourquoi ? Parce que toutes les grandes choses de la vie se sont faites ainsi. Il me semble que quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui fait des choses importantes, des choses essentielles. Et pour qui l'essentiel, l'important, c'est beaucoup plus important que lui-même. Il me semble que quelqu'un qui n'est pas libre, c'est quelqu'un qui pense que son moi est plus important que ce qui est important. Qu'est-ce qui nous donne un sentiment de grande valeur au niveau humain ? C'est quand quelqu'un est porteur d'un essentiel et que, parce qu'il est porteur de cet essentiel, il nous passionne, il nous motive, il nous éveille, il nous enthousiasme. Qui est-ce qui est porteur d'un essentiel ? C'est les amoureux, c'est les artistes, c'est les créateurs, c'est les spirituels, c'est les gens qui sont engagés moralement, politiquement, socialement, et qui sont des personnes. Une personne, ce n'est pas quelqu'un qui a des droits, c'est quelqu'un qui représente quelque chose, qui est porteur d'une image qui n'est pas simplement morale et juridique, qui est porteur d'une image spirituelle et transcendante. Une personne, c'est quelqu'un qui nous ouvre sur l'inouï de l'existence. L'être humain peut devenir celui par qui passe le côté génial de l'existence. Qu'est-ce que c'est qu'aimer ? Aimer, ce n'est pas faire ce que je veux, c'est faire ce que l'amour veut. Et là, ça donne de la grandeur à l'amour. Une relation à l'amour, une relation amoureuse, c'est ce qui se passe quand à deux, on fait intervenir ce troisième qui est l'amour et qui va nous guider tous les deux sur les sentiers de la connaissance que peut libérer l'amour. Et là, ça donne un couple. Dans un couple, on est toujours trois. Il y a toi, il y a moi, puis il y a l'amour entre toi et moi. Et l'amour est notre maître qui nous invite au banquet de la vie. Et nous sommes avec lui dans ce banquet. Et je m'aperçois que tu m'éduques à l'amour. Il m'arrive aussi de t'enseigner des choses de l'amour. Et nous apprenons encore ensemble les choses de l'amour. Et qui est-ce qui décide ? Ce n'est ni toi ni moi simplement, c'est autre chose. Qu'est-ce qui fait que les couples ne vont pas ? C'est que tout d'un coup, il y a toi et moi, mais il n'y a pas d'amour entre toi et moi. Et pourquoi il n'y a pas d'amour entre toi et moi ? Parce qu'on n'a pas ce maître qui est l'amour et qui nous guide. Qu'est-ce que c'est que la philosophie ? Ce n'est pas de penser ce qu'on veut, c'est de penser ce que veut la pensée. Il n'y a pas plus bête de dire « je veux pouvoir penser ce que je veux ». Je ne pense pas ce que je veux. Bien évidemment,
il y a des régimes dictatoriaux dans lesquels je ne peux pas exprimer ce que je veux, comme je voudrais l'exprimer, parce que je n'ai pas de la liberté de la presse, ou bien encore la liberté de la publication. Mais personne ne peut m'empêcher de penser ce que je veux. Parce que pour penser ce que je veux, il faudrait qu'il soit à ma place et qu'il décide à ma place de ne pas penser. Il n'y a que moi qui peux décider de ne pas penser. Mais ça, ce n'est pas de la liberté, ça s'appelle de la bêtise. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on pense ? On pense ce que la philosophie veut. On pense ce que la pensée veut. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en pensant la philosophie, je pense pour moi, je pense pour les autres, je pense pour la vie, je pense pour l'esprit de la vie. Mozart n'a pas fait sa musique, Mozart a fait la musique. Et il a fait ce que la musique décidait. Et un artiste ne fait pas ce qu'il veut, il fait ce que l'art veut. Et du coup, il y a de l'art. Et comme il y a de l'art, il y a lui. Et là, nous comprenons pourquoi Spinoza, ou bien les stoïciens, ou bien Trungpa, ou bien Krishnamurti nous disaient attention, la liberté, ce n'est pas dans le moi. La liberté, c'est dans le moi réel, ce qu'on appelle le soi, c'est-à-dire la capacité d'être un porteur d'existence, un annonciateur d'existence. Alors là, on vit la chose la plus extraordinaire qui soit, c'est la rencontre de l'esprit, c'est-à-dire de la présence infinie qui parle à travers l'art, à travers l'amour, mais également à travers la vie. Qu'est-ce qui nous mine ? Qu'est-ce qui vous guide dans l'entreprise ? La vitalité, la nécessité. C'est-à-dire qu'à un moment, on dit il faut faire des choses, il y a des choses matérielles à faire, il y a des choses politiques à faire, il y a des choses sociales à faire. Regardez notre merveilleuse introductrice de cette soirée, elle a dit il y a des choses à faire pour les prisonniers aux Philippines. Je suis appelée. Et tout d'un coup, je ne fais pas ce que je veux. D'ailleurs, elle ne voulait pas aller aux Philippines. J'irai jamais. Hein, elle a bien dit, j'irai jamais à Manille. Et après, elle dit, une semaine après, je me trouve. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, je fais des choses essentielles, importantes, et je découvre des merveilles. Je découvre des métamorphoses. Je transforme des jeunes prisonniers qui pourraient aller à la mort, tout d'un coup en individus qui vivent, qui un peu vont s'en sortir, qui vont développer une énergie géniale. Et là, on est dans une création absolument magnifique, extraordinaire. Voyez. Et là, on rencontre quoi ? C'est ce qui me motive dans l'existence, c'est aller dans ce que j'appellerais le pays de haute connaissance. Nous sommes dans la vie dans une aventure extraordinaire. Et il faut absolument réussir notre vie. Et réussir notre vie, c'est de comprendre le côté génial de l'existence là où nous sommes. Il y a des choses sidérantes, incroyables, en nous, autour de nous, qui se passent. J'ai réussi ma vie si, là où je suis, dans le périmètre qui est le mien, j'ai été heureux de vivre, j'ai aimé la vie, j'ai aimé faire vivre quelque chose à l'intérieur de ma vie, j'ai apporté de la vie à travers les autres. Et tout d'un coup, j'ai réussi ma vie. Je n'ai pas besoin d'être Mozart, je n'ai pas besoin d'être président de la République, je n'ai pas besoin d'être un créateur très célèbre. J'ai besoin à un moment d'avoir ce sentiment merveilleux d'être là où je suis et de me sentir vivant là où je suis. Et alors là, c'est merveilleux, parce que vous imaginez l'aventure que représente l'entreprise et la société française. Il faut absolument que la société française retrouve la joie, qu'elle retrouve la connaissance, qu'elle retrouve la capacité de mobiliser ses énergies, qu'elle retrouve la capacité de puiser dans son être. Il faut qu'on arrête d'être en guerre civile. Il faut qu'on arrête d'être dans l'idéalisme déçu dans lequel on est. On dit, voilà, quand on demande aux gens, qu'est-ce que vous voulez ? Je voudrais que le monde change. Bien. Qu'est-ce que vous proposez ? Eh bien, un changement politique, on va prendre le pouvoir, on va mettre des hommes à nous partout, et puis là, ça va changer. Il dit, ce que vous nous proposez, ce n'est pas un changement, c'est une dictature. Bien. Le changement du monde, c'est autre chose. Le changement du monde, c'est tout d'un coup cette mutation tout à fait extraordinaire qui fait qu'à un moment, j'ai arrêté de maudire la réalité, je suis rentré dans ma force intérieure, et puis là, tout d'un coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai découvert à un moment
quelque chose de plus important que moi, d'essentiel là où je suis, qui me guide et qui devient une véritable aventure. Quand même merveilleux, je ne l'ai pas fait exprès d'être en relation avec cette merveilleuse jeune femme qui nous a parlé de la Philippine, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, nous avons affaire à ce qu'on appelle un destin, destiné. Tout d'un coup, quelqu'un, on lui aurait dit, voilà, tu vas aller vivre aux Philippines, dans une prison, et puis tu vas aller permettre à des gens de s'en sortir. Elle aurait dit, mais c'est pas possible, enfin, je rêve. Eh ben non. Pourquoi ? Parce que l'énergie intérieure nous emmène dans des paysages inouïs. Et là, on commence à avoir un véritable savoir de l'existence, on a avoir une véritable connaissance. On peut se faire du bien, et puis on peut en faire aux autres. Et alors tout d'un coup, on dit quoi ? Voilà, la création, je l'ai rencontrée. La création, le moi véritable, je l'ai rencontré. Mais le moi, et ce n'était pas du tout ce que je pensais. Je pensais que moi, j'étais totalement libre et je pouvais décider ce que je veux et faire ce que je veux. J'ai découvert une chose, c'est que je suis devenu libre où mon moi a cessé de me préoccuper, j'ai arrêté de vouloir faire ce que je veux et j'ai fait des choses plus importantes que moi-même qui m'ont été à un moment découvertes par l'existence sur un mode totalement inattendu. Et donc, je peux dire, la liberté et la création, ce n'est pas du tout ce que je croyais. Et là, c'est véritablement créateur. C'est très important de dire, voilà, beaucoup c'est un terme à la mode, permettre, et c'est White disait, permettre aux gens de découvrir la singularité. Qu'est-ce que c'est que la singularité ? C'est ce qui est hors norme, c'est ce qui est hors système, c'est ce qui est parfaitement original. Mais ce qui est parfaitement original, c'est ça. C'est-à-dire être rentré dans la réalité et avoir trouvé la part de génie à l'intérieur de la réalité et en même temps la part de génie pour soi-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut sortir de notre solitude intellectuelle, morale, qui fait que nous croyons que la vie, ça se fait tout seul et ça se fait par notre propre volonté. La vie, ça se fait avec la vie. Merci pour votre attention.